Dans le cas du programme nucléaire, ils parlent du programme nucléaire. Mais du côté iranien, le point essentiel, c'est que si vous voulez vraiment aborder le programme nucléaire de l'Iran, il faut d'abord traiter la clause numéro 13 du protocole d'accord. Et la clause 13 va de pair avec la numéro 1. Elle précise qu'il faut respecter les clauses 1, 4 et 5. C'est bien ça. That's right. Bingo. And it's not insinuated. Exactement. Et ce n'est pas insinué mot pour mot, n'est-ce pas? Quelle est la toute première phrase de la clause numéro 13? Après la signature du protocole d'accord, le protocole a-t-il été signé? Oui, il a été signé numériquement, à distance. Et ensuite, Donald Trump l'a signé de manière cérémonielle, dans le traité, ou de leur côté, d'une façon très symbolique, très appuyée. Puis tout ça a été réuni et réaffirmé pendant ces discussions, n'est-ce pas? Donc, point numéro 13. Après la signature du protocole d'accord. D'accord, nous en sommes là. Nous sommes maintenant après la signature. Par conséquent, tout ce qui suit ce paragraphe d'introduction s'applique, n'est-ce pas? Donc, après la signature du protocole d'accord, voilà, nous y sommes. After the signing of the MOU, okay, here we are. And subject to the beginning of the implementation of paragraphs Et cela dépend du début de la mise en œuvre des paragraphes 1, 4, 5, 10 et 11. Pas ou, pas certains d'entre eux, mais bien les 5. Et le plus important, c'est le numéro 1. Le numéro 1 stipule clairement la fin de toute guerre, sur tous les fronts, immédiatement et de façon permanente. À aucun moment, il n'est question d'y mettre fin symboliquement. D'accord? On ne parle pas d'un retrait symbolique, ni de mettre fin symboliquement à la guerre au Liban. Non. Le protocole d'accord a été signé, il a été approuvé. Donc, il s'applique aux paragraphes 1, 4, 5, 10 et 11. Et tant que ces conditions ne sont pas remplies, rien d'autre ne se passe. C'est bien ça, la fin du conflit, non? Et 4, c'est le détroit d'Ormuz, avec les États-Unis qui lèvent leur blocus, d'accord? 5, c'est le passage des navires commerciaux, l'idée qu'Iran ferait de son mieux pour permettre ce passage, ce qui est déjà le cas. Le contrôle exercé par l'Iran, ce n'était pas comme une porte verrouillée, hein. Ce contrôle se faisait par la menace militaire, pas par une barrière physique qui fermerait le détroit avec une clé détenue par l'Iran. Donc voilà, le point 5 est déjà rempli du côté iranien. Et le point 4, la levée du blocus à distance, est-ce que c'est fait? Bien sûr. Il suffit de dire à la marine américaine, arrêtez d'intercepter les navires. Et voilà. Le blocus est levé, non? C'est pareil, les États-Unis n'avaient pas installé un grillage à mailles métalliques à travers le golfe d'Oman, avec un portail et une clé. Donc, la marine américaine doit arrêter d'intercepter et de bloquer les navires. D'accord, le blocus est levé. L'Iran, de son côté, doit cesser de menacer les navires qui passent, dans un sens ou dans l'autre, en libre navigation. Voilà, c'est fait. Donc ça, c'est les points 4 et 5. Le premier, on en a déjà parlé. Le 10e, c'est que le Trésor américain doit accorder des dérogations. Apparemment, on a entendu dire que c'était fait. Et ensuite, le 11e point, c'est de rendre disponibles les fonds gelés ou restreints. J'ai l'impression qu'après cette dernière séquence, quand J.D. Vance est intervenu en disant que tout allait bien, on n'a plus vraiment entendu parler de la libération de ces fonds gelés. On a un peu tourné autour du sujet, avec des trucs du genre « on leur accorde quelques dérogations, on va lever certaines sanctions ». Mais si vous êtes l'Iran et que vous tenez les comptes, vous dites 1, 4, 5, 10 et 11. Et alors, qu'en est-il du 11? Qu'en est-il du 1? Les États-Unis n'ont pas le droit de choisir seulement ce qui les arrange dans ce protocole d'accord, alors qu'il a été signé par les États-Unis d'Amérique, de la main du président, et avec l'Iran. Ce n'est pas une hypothèse. Ce n'est pas on fera une partie des choses. Il faut tout faire. Donc je pense que les 60 prochains jours vont ressembler à une sorte de parcours laborieux. Ah oui, on en a parlé. Ah oui, on a fait un peu de ça. On a fait un petit bout de ci.
but it's still going to come back to that hard point of Mais on en revient toujours à ce point difficile. Israël, le Liban et la question de ce qu'Israël va faire. Je pense que ce sera le problème récurrent, la pierre d'achoppement ou le fardeau du désaccord à mesure qu'on avance. Comme on l'a vu, comme on le sait et comme on va le voir encore, ce sera le vrai sujet pour les États-Unis. C'est un peu comme si les États-Unis voulaient tout manger, sauf les légumes. Je veux manger tout ce que j'aime. Je veux le dessert, mais je ne veux pas toucher à ça. Eh bien, ils vont devoir y toucher. Il va falloir venir à table et il va falloir avaler la pilule. they're going to have to touch it. You're going to have to come up to the table and you're going to have to eat crow. Oui, oui. Je pense que le premier point est le plus difficile et le plus important. Et voici ce que J.D. Vance a dit à propos du Liban d'ailleurs, ce qui est lié à ce premier point. Thank you, Mr. Vice President. Merci, Monsieur le Vice-président. Est-ce que, dès le départ, vous vous attendiez à ce que les Iraniens fassent du Liban un point aussi central qu'ils l'ont finalement fait? Et comment décririez-vous les avancées concernant le Liban? Je sais que Monsieur Arakchi a parlé de très bons progrès, mais comment vous les qualifieriez? What's your characterization of it? Oui, je dirais que c'est vraiment un très bon progrès. Je veux dire, regardez, ce qu'on veut, c'est un cessez-le-feu régional. D'accord? On veut que le Hezbollah arrête de tirer sur nos amis en Israël. On veut que les Israéliens puissent vivre en paix. On veut aussi s'assurer que quand quelque chose se produit, ça ne dégénère pas en une escalade plus large. Donc je pense qu'on a été très efficace pour mettre en place ce qu'on appelle un mécanisme de désescalade. En réalité, ça veut dire que quand il se passe quelque chose, les deux camps se parlent vraiment. Parfois, vous savez, c'est un peu le problème de la poule et de l'œuf. Un subalterne envoie un drone sans l'autorisation du haut commandement. Bon, évidemment, Israël doit réagir à ça. Okay, of course, Israel has to respond to that. But then sometimes that response, Mais parfois, cette réponse, on pourrait en fait avoir une situation meilleure et plus pacifique si Israël réagissait dans le cadre d'une discussion en cours entre le Hezbollah, le Liban, Israël et d'autres partenaires de la région. Jusqu'à hier, vers 16 heures, heure de Bergenstock, il n'y avait pas vraiment de mécanisme pour mener ces échanges. C'est à ce moment-là qu'on l'a mis en place. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de dire d'abord qu'Israël, comme tous les autres pays de la région, a le droit à la légitime défense. Mais on veut s'assurer que ce droit s'exerce en toile de fond, pendant qu'on parle de la manière de désamorcer ces conflits, plutôt que de les laisser s'emballer. escalate these conflicts rather than spiraling out of control. Sometimes what will happen is that Parfois, ce qui se passe, c'est que quand un conflit devient incontrôlable, c'est pire pour la défense de chacun et pire pour la sécurité de tout le monde. Donc, on a mis en place un processus pour éviter justement que cette escalade se produise. Et je dirais qu'on en voit déjà les résultats. Ces dernières 24 heures ont probablement été les plus calmes qu'on ait vues au Liban. Les 24 heures précédentes étaient déjà plutôt bonnes. Évidemment, il y a eu des tirs il y a environ 72 heures. Donc c'est un travail en cours, mais ce qu'on a fait, c'est organiser l'opération de manière à s'assurer qu'à l'avenir, la situation ne devienne pas incontrôlable. so that we can ensure it doesn't spiral out of control in the future. En regardant ce qu'il a dit, en gros, il a expliqué qu'ils avaient mis en place un nouveau mécanisme pour contrôler ce qui se passe au Liban, entre l'Iran et les États-Unis. Ils ont créé une unité de gestion des conflits, comme ils l'appellent. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais on dirait que tout ça vise surtout à encadrer le cessez-le-feu au Liban. Peut-être qu'il a aussi évoqué un autre point important. Selon lui, il ne s'agit pas seulement de la défense d'Israël, mais aussi de celle d'autres pays. Ils doivent pouvoir se défendre eux-mêmes. Et franchement, sur ce genre de déclaration, je ne sais pas trop à quel point il est sincère. La réaction de l'Iran à ce qui s'est passé vis-à-vis du Liban a été positive parce qu'ils ressentent la même chose, parce qu'ils pensent que le nouveau mécanisme va fonctionner. On va voir ce qui va se passer.
Mais est-ce que vous pensez que l'administration Trump essaie, d'une manière ou d'une autre, de pousser les Israéliens à quitter le Liban ou de faire quelque chose pour leur mettre une certaine pression? Comment voyez-vous toute cette affaire? La façon dont il en parlait, c'était un discours politique sur le lieu où tout cela s'est produit. Mais au fond, quelle est l'essence de son message? Qu'est-ce qu'il voulait vraiment nous dire? I listened to that a little bit earlier when he first had his little remarks. J'ai écouté ça un peu plus tôt, quand il a fait ses petites remarques. Et tout de suite, je me suis dit que sa première analyse du conflit au Liban, selon lui, le Hezbollah tire des roquettes sur nos amis, et nos amis sont obligés de répondre. C'est un peu la version Wikipédia du conflit israélo-libanais, écrite sur le mur des toilettes d'un bar miteux à Tuscaloosa en Alabama. C'est faux. Ce n'est pas exact. C'est une vision complètement à sens unique. Et en plus, c'est de mauvaise foi. Et ce n'est pas un hasard. Il est clairement encore dans cette logique du Israël, la victime. En fait, il a dit beaucoup de choses pour éviter un point très simple. Israël, quittez le Liban. Partez. Retirez-vous du territoire souverain du Liban. Partez. Voilà, tout simplement. Leave. How about that? How about we start there? Et si on commençait par là, je vais vous dire, toute cette idée de retrait symbolique ou de se retirer vers d'autres positions, mais toujours au Liban, non. Quittez le Liban. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Partez. Une fois que vous quittez le Liban et que vous êtes en Israël, vous êtes dans votre pays. Il ne doit pas y avoir de soldats israéliens au Liban. Parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas de bataillon du Hezbollah qui opère en Israël. Donc d'accord, quittez le Liban. Ensuite, on pourra dire, très bien, faites attention à vos gestes. Ne tirez pas, ne franchissez pas la ligne, ne franchissez pas, ne faites pas ça. Là, on pourra voir clairement où se tracent les lignes. En ce moment, il disait qu'un commandant de rang inférieur pourrait lancer un drone sur quelqu'un. Eh bien, Israël doit répondre. Who might fire a drone at somebody, well, Israel has to respond. Well, is that Hezbollah commander using Alors, est-ce que ce commandant du Hezbollah utilise un drone contre une position de Tsahal qui se trouve à l'intérieur du territoire souverain du Liban? Eh bien, devinez quoi? Dans ce cas, Tsahal l'a bien cherché. Donc l'armée israélienne devrait quitter le Liban. Là, on pourrait avoir une vraie discussion sur qui attaque qui. Parce que pour moi, ce n'est pas une question de la poule ou de l'œuf. C'est une question d'occupant qui se fait remettre à sa place par la résistance libanaise. Et si Israël quitte le Liban, alors peut-être qu'on pourra vraiment discuter de qui attaque qui. Parce que la réalité, elle, est bien différente. Mais ensuite, il avance avec cette cellule de désescalade. C'est une approche très militaire pour un problème diplomatique extrêmement sensible. Et je vais vous donner un exemple concret. And I'll give you a case in point. That deconfliction cell, we'll set up a Ce centre de désescalade, ah oui, on va mettre en place un centre de désescalade Israël, États-Unis, Liban, et quelque part là-dedans, on communiquera avec le Hezbollah. Cette idée vient directement des tentatives du commandement des opérations spéciales conjointes, à l'époque de ce qu'on faisait en Syrie. Parce que par exemple, à Deir ez-Zor, vous aviez les États-Unis d'un côté du fleuve, les Russes de l'autre côté, et Daesh coincé au milieu, traversant le fleuve dans un sens puis dans l'autre. Je parle de la vallée de l'Euphrate, la partie centrale de la vallée de l'Euphrate dans le nord-est de la Syrie. Et là-dedans, il y avait aussi des groupes supplétifs iraniens qui opéraient. L'armée irakienne, avec la 7e brigade, était déployée le long de la frontière. Les forces syriennes étaient au sud, et les FDS, elles, étaient au nord. Donc, l'approche du commandement des opérations spéciales conjointes, c'était de dire, écoutez, on ne va pas arrêter nos frappes cinétiques. Et c'est trop compliqué de devoir passer par les niveaux A, B, C, D et E juste pour passer un coup de fil. Alors on va mettre en place une cellule de déconfliction. Une cellule où on place un Américain qui parle russe dans la même pièce qu'un Russe qui parle anglais et qui peut communiquer avec ses interlocuteurs. Comme ça, dès qu'il se passe quelque chose, la déconfliction se fait tout de suite, au plus près du terrain.
au niveau tactique. D'accord? Ça marche pour les problèmes tactiques. Ça marche pour des situations du genre « c'est toi ou c'est toi ». Tu me vois? Moi, je te vois. Tu ne tires pas sur moi, je ne tire pas sur toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne devrais pas faire ça. D'accord? Tu n'es pas censé faire ça. Je vais tirer sur toi. Je veux que tu saches que je vais tirer sur toi. Déconfliction tactique. Il essaie d'appliquer une méthode de déconfliction tactique. Je sais d'où il tient ça. J'en suis sûr. Je te garantis que c'est ce que le chef d'état-major interarmé Dan Kane lui a proposé. Parce que Dan Kane et moi, on était en Syrie quand ce dispositif a été mis en place. Je sais que ça vient de Dan Kane. Mettons en place cette cellule de déconfliction. D'accord. Ça aide au niveau tactique. Mais ça ne règle en rien la véritable implication stratégique du problème diplomatique, à savoir quitter le Liban. Vous pouvez essayer de désamorcer autant que vous voulez. Ça ne change rien au fait que, bon, question simple. Moi, je pense que l'Iran devrait entrer dans cette salle de négociation chaque jour, s'asseoir et demander « Les forces israéliennes sont-elles rentrées en Israël? Elles ont quitté le Liban? Non? Très bien. À demain. À demain. Pas de raison d'aller plus loin. Le détroit d'Ormuz restera fermé. Le lendemain, on revient. Quelle est la situation? Toujours pareil. Très bien. À demain. Et on peut continuer comme ça encore et encore. Parce que je vais vous dire, retirer les forces israéliennes du Liban, ça ne prendrait qu'une demi-journée. On peut le faire après le petit déjeuner et avoir fini avant le déjeuner. You can do it after breakfast and be done before lunch. I mean, you can walk. Je veux dire, on peut marcher de la frontière entre Israël et le Liban jusqu'au fleuve Litani d'un bon pas, en une après-midi. On ne parle pas ici, vous savez, d'un retrait de la bataille des Ardennes, ni d'un retrait d'Europe ou du théâtre du Pacifique après la Seconde Guerre mondiale. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est monter dans leur véhicule, partir dans l'autre direction et ne pas s'arrêter pour le symbole. C'est tout. Tant que cette condition n'est pas remplie, une condition très claire, noir sur blanc, qu'Israël n'aimera peut-être pas et n'acceptera peut-être pas. Tant que cette condition n'est pas remplie, il n'y a vraiment pas de débat sur qui tire sur qui ou sur qui prend quelle décision au niveau tactique. Parce que si vous êtes un commandant du Hezbollah sur le terrain en train de résister à l'occupation israélienne et que vous décidez d'attaquer un avant-poste israélien qui vous attaque, ou l'inverse, eh bien, devinez quoi? Si Israël n'était pas là, ça n'arriverait pas. Ce n'est pas une question de qui est venu en premier, la poule ou l'œuf. C'est une question de qui a frappé le premier. Et ça, on peut le voir très clairement. Donc, vous savez, je pense que J.D. Vance a utilisé beaucoup de langage politique, très fleuri, pour éviter la question centrale de l'occupation israélienne du Liban. Et ensuite, il a essayé de donner une description beaucoup trop embellie d'une cellule de désescalade. C'est tout ce que c'est, en réalité, dans la façon dont il prétendait que ça allait résoudre le problème stratégique. Et c'est pas le cas. Je vous le dis, c'est du vent, c'est de la poudre aux yeux. Ça ne marche pas. Quand on était en Syrie, quand les forces russes ont essayé de franchir le passage de Bakus Fakani, dans ce qu'on appelle la zone de Deir ez-Zor, pour aller vers les champs pétrolifères de Tanaf, la cellule de déconfliction qu'on avait mise en place n'a absolument rien fait pour empêcher les États-Unis de frapper un convoi russe et de tuer 300 Russes. Elle n'a rien fait pour éviter ça. En réalité, c'était juste une ligne directe du genre « Hey, c'est vous? D'accord, on va vous bombarder. Compris? Désolé. Ne ripostez pas. » Ça ne désamorce rien du tout. Alors quand je repense à ça, je me dis qu'aujourd'hui, vu où on en est, tant que le point numéro 1 n'est pas atteint, on ne peut pas passer aux points 4, 5, 10 et 11. Et tant qu'on n'a pas collectivement atteint les points 1, 4, 5, 10 et 11, le reste de la négociation n'a pas vraiment d'importance. Et je pense que c'est simplement la réalité, la base même tzitsenu.
the bottom line reality of the situation. Yeah. By the way, there are people in Iran criticizing the negotiators. Au fait, il y a des gens en Iran qui critiquent les négociateurs, la délégation iranienne. Ils se demandent pourquoi aller à ce genre de discussion si on n'est pas prêt à forcer Israël à quitter le Liban. Et voici ce qu'a répondu le président du Parlement iranien dans un tweet. Il dit « J'ai expliqué à ses chers compatriotes, il parle des Iraniens opposés aux négociations, que si nous n'étions pas allés en Suisse, à chaque instant, davantage de sang aurait coulé parmi les musulmans et les chiites du Liban. En gros, il veut dire qu'il fallait faire quelque chose face à la guerre dans le sud du Liban. En ce moment, il y a un cessez-le-feu. C'est un énorme progrès, je pense, pour les habitants de cette région, où avant, les Israéliens tiraient des bombes, détruisaient des maisons et, enfin voilà. They were firing bombs and they're destroying homes and it's unbelievable what was happening in the last. C'est incroyable ce qui s'est passé ces 4 derniers mois dans le sud du Liban. Et c'est pour ça que je pense qu'il a raison d'en parler. Si on obtient un cessez-le-feu, ça aidera vraiment les habitants de cette région. Absolument. Donc, tout ce qui viendra ensuite sera bienvenu. Et d'après ce que je comprends de sa position, ce qu'il essaie de faire, c'est d'abord obtenir le cessez-le-feu, puis mettre la pression sur les Israéliens pour qu'ils se retirent. Je ne sais pas comment ça pourrait se faire, ni si ce sera possible, mais au moins, ils en parlent dans ce sens. Tony, regarde le Liban aujourd'hui. Tu penses qu'avec l'agenda de Trump, parce que je ne sais pas si tu as vu la chaîne israélienne 13, ils disent que Donald Trump met la pression. 13, it says that Donald Trump is putting pressure. I don't know if these reports are. Je ne sais pas si ces informations sont réalistes, mais on dit que Trump freine Israël sur tous les fronts. Et il ne parle pas seulement du Liban. Il évoque aussi Gaza, la Cisjordanie, peut-être qu'ils en parlent, et la Syrie. Il mentionne tout ça dans chacun de ces contextes. Mais selon vous, vu la situation d'Israël, est-ce qu'on sent une forme de colère qui monte dans la société israélienne? Est-ce qu'ils vivent mal le fait que Donald Trump semble changer sa position sur ce qui se passe au Moyen-Orient? Comment vous comprenez ça? Quelle part de tout ce qui se passe est réelle? Et dans quelle mesure est-ce qu'ils mettent en scène, comme vous venez de le dire, une sorte de retrait symbolique du Liban? Eh bien, on sait que l'aile dure du gouvernement israélien veut continuer au Liban, en Cisjordanie et à Gaza. On l'entend directement de leur bouche. Je veux dire, Ben Gvir, il y a 2 jours à peine, a parlé du fait que tout le Liban devrait brûler, qu'ils devraient y rester, que tout le Liban devrait être leur terrain de jeu. Ce sont ces mots. Tout le Liban devrait être leur terrain de jeu. Ils ne devraient pas partir et ils devraient brûler. Donc, pour moi, il n'y a aucun secret sur les véritables intentions d'Israël et sur ce qu'ils veulent vraiment faire. Toute idée de retrait symbolique ou de cessez-le-feu, si quelqu'un veut miser sur un cessez-le-feu israélien, eh bien, il va accrocher son chapeau et un jour plus tard, il tombera du mur. Ce n'est pas un bon crochet pour y suspendre son chapeau. Donc, le cessez-le-feu tel qu'il est aujourd'hui, est-ce que c'est une bonne chose pour les gens qui vivent au Liban, sous les bombardements, les tirs, l'état de siège? Oui, bien sûr que ça l'est. Mais l'étape suivante, c'est de dire « D'accord, ça ne devrait plus jamais se reproduire ». Les Libanais ne devraient pas vivre en se disant « Ah, ce cessez-le-feu, c'est bien, j'espère que ça ne recommencera pas la semaine prochaine ou le mois prochain ». Cette menace-là doit être complètement levée avant qu'on puisse vraiment entamer des négociations sérieuses. Est-ce que c'est une nouvelle réalité dans la région en ce qui concerne l'occupation israélienne? Parce qu'Israël n'occupe pas seulement physiquement la partie sud du Liban, c'est toute la zone sud, le long de la frontière jusqu'à Hébron. Et puis il y a aussi l'occupation d'une partie de la Syrie sur le plateau du Golan et dans les fermes de Sheba. It's a pike to win small tree. Ce n'est pas juste cette petite zone dans le sud,
c'est toute une bande. Donc on ne peut pas vraiment parler de souveraineté. D'ailleurs, le deuxième point de tout ça, c'est justement le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. Si c'est un principe de base, eh bien ça inclut aussi le Liban. Alors franchement, je ne pense pas que Trump nous ait montré grand-chose pour l'instant. Il y a eu beaucoup de discours, mais le cessez-le-feu, le Conseil pour la paix, la résolution des Nations Unies 2803 et l'accord de paix pour Gaza, tout ça, ce ne sont que des mots. Qu'est-ce que ça a donné jusqu'ici? L'aide reste coupée. Les habitants de Gaza continuent de mourir de faim. Entre la création du Conseil pour la paix et ce nouveau plan de paix, Israël a encore avancé, jusqu'à contrôler maintenant plus de 80% de Gaza. Et les gens ont toujours faim. Des gens continuent de mourir. Des bombes continuent de tomber. Alors comment est-ce qu'il s'oppose vraiment à Israël là-bas, à part avec des mots en Cisjordanie? Ce serait naïf d'y croire. Et l'autre point, le plus important, c'est que Donald Trump ne s'oppose pas du tout, dans aucun domaine, y compris au sein même du Congrès des États-Unis. La section 224 du NDAA, allez, Israël, entrez, voici les clés du royaume. La loi d'autorisation du renseignement, section 622, allez, le Mossad, la CIA, faisons lien, allons-y. Donc non, Donald Trump ne s'oppose vraiment dans aucun domaine. Il parle beaucoup. Non seulement il ne s'oppose pas sur le Liban, Gaza ou la Cisjordanie, mais il ne le fait même pas au sein du Congrès américain. En réalité, il a grand ouvert les portes. Donc, si la loi de défense nationale passait et que Donald Trump la mettait son veto à cause de cette section, là, on pourrait dire qu'il résiste. Mais ce n'est pas le cas. Si Donald Trump faisait réellement appliquer le cessez-le-feu au Liban, à Gaza, et qu'il exigeait la libre circulation totale de l'aide humanitaire, comme c'était prévu dans l'accord, ce qui en réalité n'a pas lieu, alors oui, on pourrait dire qu'il tient bon et qu'il s'oppose. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce qui se passe. En Cisjordanie, avec l'avancée des colons et de plus en plus d'incendies de villages, pas seulement des villages arabes musulmans, mais aussi des villages arabes chrétiens, à Tulkarem et ailleurs, on voit les colons continuer à occuper et personne ne s'y oppose. Alors cette idée que Donald Trump résiste sur tous les fronts, franchement, c'est risible. Et c'est tout simplement faux. Est-ce qu'Israël est contrarié par la position de Donald Trump ou par le ton qu'il a adopté ces derniers jours? Oui, ils le sont. Mais je vais vous redire ce que j'ai déjà dit. En ce moment, Donald Trump est à un moment où il doit choisir entre l'Amérique d'abord ou Israël d'abord. S'il continue à mettre Israël en priorité, sans tenir la ligne sur cet accord avec l'Iran, qui a des conséquences de deuxième, troisième, voire quatrième ordre, à Gaza, en Cisjordanie et dans toute la région, alors Donald Trump ne met pas l'Amérique en premier. Il continue à mettre Israël en premier. Donc, si Israël est mécontent que Donald Trump, le président des États-Unis, fasse passer l'Amérique et les intérêts américains avant ceux d'Israël, et franchement, pour beaucoup de problèmes qu'Israël s'est créés lui-même, et que c'est pour ça qu'ils sont contrariés, eh bien, j'imagine qu'ils vont devoir s'y faire.